Les Français parlent au français du bout du monde. Bonjour à tous pour ce 9e numéro des Français qui parlent au français du bout du monde. Vous l'avez entendu avec notre indicatif. Et nous retrouvons comme d'habitude Joël François Dumont en direct de Berlin, en duplex, qui aujourd'hui va nous permettre de retrouver deux amis que nous avons découverts avec grand plaisir et que nous retrouvons avec encore plus grand plaisir après quelques semaines. Joël François, je vous laisse nous présenter à nouveau ces deux amis, puisque ce sont désormais des amis. Bonjour Jean-Michel. En effet, Joël et Jeanne Labrosse, nous avons avec eux il y a 2 semaines découvert la Moravie, l'une des plus belles régions d'Europe, encore très mal connue des Français, pourtant si accueillante. Donc la Moravie est en République tchèque. Comme Jeanne Labrosse nous l'a expliqué, il y a 3 grandes provinces en République tchèque. Il y a la Moravie, il y a la Bohème et il y a la Silésie, à ne pas oublier. Donc des provinces il y en a tout mieux connues et qui sont à la fois très proches sur le plan historique d'un pays comme la France et en même temps assez distantes. Alors on a un peu parlé de la culture, des liens anciens, notamment culturels, qui unissent ces pays avec la France, des liens aussi dans le plan de la défense, parce que dans plusieurs guerres, eh bien, les Tchèques étaient aux côtés des Français. On les voit aujourd'hui ailleurs, à côté des Français dans les opérations au Sahel, sont engagés à nos côtés. Et nous allons maintenant compléter ce regard. Joël, peut-être un mot pour expliquer les différences qu'il peut y avoir, d'abord dans les régions que je viens de citer. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que la Moravie est une région catholique comme on peut l'être en Russie, donc il a ce côté slave, qu'on est certes slave de l'autre côté en Bohème, mais qu'on est plus proche peut-être de la Germanie, donc on a plutôt des catholiques et des protestants, et au nord, je pense que là on a à la fois catholiques et protestants. Est-ce que je me trompe? Alors, Ahoj, ça veut dire salut, hein, c'est le salut tchèque. Ahoj, ça veut dire en fait ad honorem Jésus-Christ, en honneur de Jésus-Christ. Et les jeunes disent Ahoj. Bon, ça veut dire bonjour en fait. Bon, pour répondre à cette question, en fait, ça va être une réponse qui va s'étaler sur toute cette émission, puisque comme me le disait encore tout à l'heure Yana, il faut revoir un petit peu l'histoire de la Bohème-Moravie pour comprendre ce qui se passe et les différences régionales. Et ces différences sont marquées au plan humain, mais aussi au plan de l'histoire. Et pour débuter, nous allons parler justement de le premier État slave, qui était la Grande Moravie, qui occupe dans la partie physique, il y avait une partie de la Bohème, la Moravie, une partie de la Slovaquie, une partie de la Pannonie, l'actuelle Hongrie, et le sud de la Pologne. Mais si on parle de la Grande Moravie, nous sommes pour comprendre finalement l'histoire contemporaine et un petit peu la mentalité aussi. Il faut un petit peu ajouter quelques réflexions historiques. Alors, on a choisi quelques personnages et quelques événements qui sont quand même importants ou intéressants à mentionner. Alors, on va commencer au 9e siècle, c'est avec la Grande Moravie, parce que la question c'était la religion dans les régions, etc. Et il faut qu'on commence déjà au 9e siècle. Alors, la Grande Moravie. Qu'est-ce que c'est la Grande Moravie? C'était le premier État slave et bien sûr, au début, c'était païen. Mais le prince Rastislav
était déjà très intéressé par la christianisation du territoire. Et pour ça, il s'est mis d'accord avec l'empereur Byzante, Michael, si elle peut envoyer en Grand Moravie quelqu'un qui va l'aider avec la christianisation. Et voilà, il y a deux frères, Cyril et Méthode, qui arrivent au IXe siècle en Grand Moravie de Solugne, c'est en Thessalonique. Et qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte une nouvelle langue, on peut dire, la première langue écrite slave qui s'appelait le vieux slave. C'était la langue écrite et grâce à cette langue, il devait, à travers d'un rite slave, expliquer aux gens ou parler aux gens déjà en slave, pas en latin, pour qu'ils comprennent mieux la base de la religion, de la foi chrétienne. Après la chute de la Grande Moravie, il y avait encore une certaine petite période où il y avait les disciples de ces deux frères qui continuaient à travailler déjà en Bohême, dans un monastère qui s'appelait Sázavský. Mais on commence déjà parler de l'État tchèque, parce que en Bohême, déjà maintenant, on n'est plus en Moravie, on est en Bohême. Il y a la famille qui s'appelle Přemyslovci, qui est en train, qui a créé l'État tchèque. Et on commence à parler du tchèque, le tchèque qui est finalement, qui devient la deuxième langue écrite slave. Alors, tout d'abord, si on s'imagine si je peux comparer par exemple avec la situation en France, nous avons le latin comme la base. Bien sûr, le latin c'est un peu différent parce que c'était déjà la langue écrite, mais du latin, au fur et à mesure, nous avons plusieurs langues slaves. Ici, c'était un vieux slave qui finalement était un petit peu pareil pour toutes les tribus slaves, mais de ça, la première langue écrite, c'était ce vieux slave, et la deuxième langue écrite, c'était déjà le tchèque. Pourquoi j'en parle? Parce que assez souvent, même maintenant, je suis confrontée, par exemple, par la question pourquoi on ne parle pas en allemand? Parce qu'on avait quand même une période longue avec les Habsbourg, etc. Et il faut voir que quand même la langue tchèque a une histoire qui commence déjà au 11e siècle. Super. J'en profite pour préciser que Ratislav, le prince Ratislav, avait demandé à l'empereur byzantin d'envoyer des missionnaires pour christianiser, mais il avait un double but. Il y avait les Francs qui commençaient à se présenter pas loin aux frontières, et il voulait montrer que les Slaves n'étaient pas des païens et étaient prêts à combattre, mais aussi sous l'égide du christianisme. Ouais. C'est pour créer aussi un petit peu l'équilibre en Europe à l'époque. Voilà. Je reviens un petit peu au Moyen-Âge maintenant, parce que pour le Moyen-Âge, il faut mentionner que tout ce qui est là, par exemple la littérature qui était conservée, alors au début c'était le vieux slave, ce sont les plus anciennes œuvres, et puis c'était le latin
et le tchèque. Si on parle par exemple des œuvres de la littérature qui étaient écrites en allemand, c'était quand même un petit peu plus tard. C'était pas au 8e, 9e, 10e, 11e siècle. Alors, l'État ou le royaume de Bohême, le plus grand personnage, Charles IV. Charles IV qui était élevé à la cour française. J'ai parlé de lui déjà la dernière fois. Même sa première femme était française, Blanche de Valois, et qui est devenue, qui vient d'une famille aristocratique, si je peux le dire comme ça, tchèque, qui devient le roi de la Bohême et qui marque quand même une époque qui a beaucoup influencé le XIVe siècle, ce qui était très important, qui a fait créer l'université à Prague. C'est une des plus anciennes universités en Europe et cette université a joué un grand rôle pour le futur. On a parlé de l'histoire, on a parlé aussi de la mentalité. Il faut maintenant, parce que la question c'était quelle est la religion ici, etc. Il faut voir que à peu près au XVe siècle, il y avait sur le territoire tchèque une grande demande de réforme de l'Église, de la religion catholique. Je reviens encore un petit peu sur Charles IV. Charles IV, en fait, il avait pris ce nom car son parrain était le roi de Navarre, roi de France, Charles IV, fils de Philippe IV le Bel, et qui était son parrain. Et donc, c'est pour ça parce que son vrai nom, c'était Venceslas. Et Venceslas, ou Václav, communément en tchèque, c'est le patron de la République tchèque. Le premier roi, Venceslas Ier, c'était quelqu'un qui recherchait toujours le dialogue, la communication et régler les différends de façon pacifiste. Effectivement, l'époque de la Réforme, c'est Luther en Allemagne, c'est Calvin en Suisse, mais c'est aussi les Tchèques. Certains historiens d'ailleurs disent que ce sont les Tchèques qui ont débuté la Réforme et à cause d'eux a débuté la guerre de 30 ans. Donc c'était Jean Hus qui était un religieux chrétien et qui a commencé à créer des différentes écoles pour y rechercher la vérité. Et le mot vérité est très fort en tchèque, on en reviendra à la fin puisque ça fait partie de la devise de la Tchéquie, de Václav Havel, la vérité. Et lui, justement, il est mort dans l'actuelle Allemagne, à Constance, brûlé, vif. Et justement, il disait, c'est la vérité vaincra, parce que un peu comme Galilée, il disait qu'il y a des choses qui ne sont pas comme on nous l'apprend, il faut être plus ouvert, etc. Oui, mais la vérité dans le sens de la foi, de la religion. Alors, la vérité philosophique. Oui, parce que c'est Jean Hus et d'autres réformistes, ils cherchaient ce qu'ils appelaient la vraie foi. Et voilà, c'est pourquoi la vérité, maintenant, on comprend ce mot de la façon plus laïque, mais à l'époque, c'était vraiment lié avec surtout le christianisme, avec la religion. C'est pour ça que je pense qu'il y aura une chanson qui s'appelle le pèlerin de l'amour. Les paroles sont: ce pèlerin est parti dans le monde entier chercher la vérité au sens philosophique. Il est revenu n'ayant trouvé comme réponse que la vérité, c'est l'amour. C'est ce que je chante dans cette chanson. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que
comme on verra à la fin de l'émission, Václav Havel a donné pour devise à la République tchèque: la vérité et l'amour vaincront. Est-ce qu'on pourrait peut-être situer, parce qu'on voit que ce pays a joué un rôle important, ce pays aussi, sur le plan économique, cette région était très dynamique pendant longtemps. On en parle peu en France, son histoire est occultée malheureusement depuis longtemps, mais c'est une réalité. Vous avez eu des responsables économiques importants, vous avez été dans toute l'Europe, vous avez été des dynamiques, vous avez été des précurseurs dans bien des domaines, en République tchèque notamment. Vous parlez de la guerre de 30 ans, Joël Bos. Cette guerre de 30 ans est extrêmement importante parce qu'elle a un peu reclassé tous les pays, et la paix qui a fini par suivre cette guerre de 30 ans, c'est elle qui a remodelé l'Europe complètement. Oui. Et la République tchèque s'est imposée à ce moment-là déjà, dans les faits. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. On entend souvent en France que le boom économique était surtout mené par justement les protestants, beaucoup plus dynamique, moins barré par l'industrie, c'est vrai. Par les préjugés catholiques, et on peut dire que les Tchèques sont un exemple justement. Et effectivement, à la création de la première, ce qu'on appelle la première République tchécoslovaque en 1918, pendant quelques années, la Tchécoslovaquie, menée par Prague comme capitale, était pratiquement la première industrie d'Europe. Il n'y a pas de problème. Je vais pas rentrer trop dans les détails, mais les Tchèques sont montrés et le montrent maintenant actuellement. Et je pense que c'est effectivement, quand on parle de l'histoire, de toujours cette volonté de discuter, de trouver quelque chose de nouveau, de rechercher la vérité philosophique, c'est ce qui fait avancer les choses au plan industriel, au plan de la recherche scientifique, puisque la recherche médicale scientifique tchèque est d'un très très haut niveau. C'est d'ailleurs de nombreux professeurs qui enseignent à Harvard, enfin dans les grandes universités américaines, ils sont tchèques. Ils font le voyage, pas tous bien sûr, mais un grand nombre. Ça vient aussi de la Tchéquie et la Moravie, c'est l'équivalent de disons 3 grands départements français, mais l'éducation, l'enseignement joue un rôle primordial dans la vie des Tchèques. On parle de l'éducation. Je crois qu'on peut ajouter que dans le domaine industriel, les Tchèques ont toujours produit des ingénieurs de très haut niveau. D'ailleurs, j'étais surpris avec vous, je l'ai vu aussi bien en République tchèque qu'en Slovaquie d'ailleurs, le nombre de gens qui ont un titre avec docteur et derrière ingénieur. Ouais. Docteur, ingénieur. On a en Allemagne des diplômes ingénieurs, en Tchèque, il y en a beaucoup. C'est une capacité qu'a cette population de travailler de ses mains, avec son cerveau, et d'être capable d'appliquer des technologies toujours plus sophistiquées à des choses simples. Les produits tchèques sont souvent remarquables, y compris sur le plan militaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tout à fait. Là, je vais laisser la parole aussi un petit peu à Yana mais par exemple, le début de la crise sanitaire, les petites sociétés tchèques avaient déjà mis en place toute une structure de production de masques, de nanomasques. J'ai pu lire après que des entreprises françaises avaient suivi, mais c'est parti là. Tout à fait depuis le début, il y a un élan économique, industriel, d'ailleurs qui se prouve par les résultats, qui est très très fort en Tchéquie et en Moravie. Jeanne, tu voulais dire quelque chose? Bon, on a parlé de l'histoire, on a parlé un peu des racines des premiers États slaves, moraves, tchèques, etc. Ce qui a formé la mentalité tchèque, c'était
je dirais, l'idée de régler des choses de la façon pacifiste, parce que déjà, on n'a pas encore parlé de Comenius qui vivait au XVIIe siècle. C'était pas seulement un grand philosophe, mais aussi un grand pédagogue qui a mis en jour le nouveau système de l'enseignement avec les écoles maternelles, les écoles primaires, secondaires, etc., qui a été invité en Suède pour moderniser tout ce qui était l'école, l'enseignement. Mais il faut pas, j'aimerais bien ajouter justement aussi cette idée du pacifisme, parce que Comenius était persuadé que en Europe on peut vivre de la façon paisible sous la condition si on est bien instruit, on est bien éduqué. Pour ça, Comenius a tellement travaillé dans ce domaine de l'enseignement, parce que pour lui, c'était quelque chose de très, très important. Et comme philosophe, il a travaillé son idée, la pansophie, en disant que on atteint un niveau que on est bien éduqué, on est bien instruit, que tout peut se passer par la façon paisible. Après, on a parlé des réformes et j'ai ajouté que ça peut-être comme ça, avec ça, on peut expliquer un petit peu la situation religieuse en République tchèque contemporaine, qu'il y a des catholiques, il y a bien sûr aussi d'autres religions, mais il y a aussi un grand pourcentage des athéistes, des athées. Il faut chercher dans l'histoire pourquoi. Je suis persuadée que c'est pas seulement causé par le socialisme qui était ici. Bien sûr qu'il a joué aussi un grand rôle, mais c'est pas causé seulement par ça. Et puis, si on parle maintenant, on se retrouve déjà au 19e, au 20e siècle. Si on a parlé la dernière fois de Masaryk, qui a un des personnages qui a créé la Tchécoslovaquie en 1918, mais on peut maintenant parler aussi de Václav Havel qui était très connu, mais Masaryk et Václav Havel, c'est sûr qu'ils étaient déjà influencés par tout ce dont nous avons parlé. Ça signifie Jean Hus, les réformes, etc., etc. Attends, permets-moi de te couper vite fait. En début de semaine, le lundi et mardi dernier étaient fériés en Tchéquie. Pourquoi ? Parce que c'était le jour de Cyril et Méthode, c'est un jour férié en Tchéquie, et Jean Hus. Chaque année, c'est un jour férié. Et je reviens encore très vite sur Jan Amos Komenský. Ce qu'il y a, c'est que nous avons l'avantage et l'honneur d'habiter dans le triangle où a vécu et né Jan Amos Komenský. C'est très, ici, l'atmosphère est très coménienne. Jan Amos Komenský a vraiment mis en place le système de 4 ans d'enseignement, la maternelle, le primaire, le secondaire et les écoles supérieures, c'est-à-dire de 6 ans à 24 ans. Ensuite, contrairement à ses contemporains, il a prêché pour un enseignement justement avec la pratique et sans obliger les personnes, c'est-à-dire dessiner, étudier le graphisme et tout de suite mettre en pratique le dessin, etc. et sans obliger les élèves qui doivent participer. Ça, c'était tout à fait moderne. Et puis, il faut pas oublier que le XVIIe siècle, c'est aussi l'époque de ce qu'on appelait les occultistes. Il y avait des grands mouvements, dont les Rose-Croix, et qui ont touché justement Jan Amos Komenský, puisque il s'est retrouvé le grand maître pour l'Europe.
tout ça, ce sont des choses importantes. Ça montre aussi un esprit d'ouverture. Et puis Jan Amos Komenski a été exilé dès le début à cause de ses idées. Il n'a pas pu vivre en Moravie, en Tchéquie. Il a vécu en Pologne, il a vécu en Suède, puisque la royauté suédoise, l'avait invité pour réformer l'enseignement. Il a été invité à la cour d'Angleterre. De temps en temps, il donnait, entre guillemets, quelques conseils à Richelieu par lettre, mais il est mort. Il a vécu en Amsterdam, il est mort en Ardennes. En Ardennes. Il est enterré en Ardennes. Il pouvait plus rentrer sur le territoire morave parce qu'il a refusé de devenir catholique. Pour ça, il était obligé d'émigrer. Ces vagues d'émigration et d'exil ont beaucoup marqué aussi l'histoire tchèque. Et pour faire la synthèse de tout de quoi on a parlé, on a parlé du pacifisme, de l'enseignement, nous avons parlé des réformes, mais on peut aussi ajouter que le Tchèque, comme il se trouve au milieu de l'Europe, était marqué aussi par beaucoup de guerres et par les armées, et beaucoup de changements, et je pense aussi de régime, on peut en parler encore, mais c'est pour ça ils essaient toujours de se débrouiller eux-mêmes. Joël, François, vous l'avez dit, ou on en a parlé, que peut-être ça fait un trait de caractère, de mentalité tchèque, c'est de bricoler un peu, de chercher, de trouver comment on peut faire, etc. Et la dernière chose que je veux dire vis-à-vis de l'histoire, parce que nous avons parlé de la vérité de l'amour, c'est pas quelque chose, je veux pas que ça soit être compris de la façon naïve. C'est vraiment, il faut réfléchir tout ça en sachant quelque chose sur l'histoire. Mais je vais ajouter aussi que, par exemple, Masaryk, de qui nous avons parlé, il avait un grand sens critique. Et pour finir, je pense que cette mentalité aussi touchée par cet esprit critique. On dit, pour finir avec un sourire un petit peu, cette petite excursion historique, que les Tchèques sont toujours en train dans leurs auberges avec une bonne bière tchèque, toujours en train de critiquer. Alors là, il y a trois choses. La première, si on veut passer des vacances de qualité en voyant beaucoup, il y a des musées extraordinaires, pas seulement à Prague. Il y a des châteaux exceptionnels. Alors là, vous avez tous les styles, Renaissance, Moyen-Âge, en très bon état. Bon, il y a quelques ruines du baroque, si j'ai oublié. Bon, je vais quand même poser une question sur la langue, parce que Jana, vous êtes professeur d'université, professeur de français. Ouais. Donc, est-ce que vous avez trouvé beaucoup de Français comme Joël, capable de parler le tchèque? Alors, question subsidiaire, est-ce que le tchèque est une langue impossible à apprendre, ou est-ce qu'au contraire, certains peuvent y arriver, certains seulement, ou presque tout le monde? Dites-moi tout. Mais je vous dis franchement, parce que j'ai enseigné le tchèque aussi aux étrangers, je pense qu'il y a des langues beaucoup plus difficiles pour nous, pour les Européens. C'est une langue qui fonctionne sur un petit peu sur la base. C'est pas quelque chose de ce qu'on ne trouve pas en Europe, comme par exemple si on apprend une langue africaine ou asiatique, ça peut être beaucoup plus bizarre pour nous. Il est vrai quand même que c'est pas toujours évident parce que ce qui est le plus difficile pour les étrangers, ce sont surtout les verbes, parce qu'on a beaucoup de préfixes pour les verbes. Ce n'est même pas la déclinaison.
raison. On a 7 cas, mais en latin, il y avait aussi 7 cas, mais ce sont surtout les verbes. Par contre, en ce qui concerne la prononciation, je pense que le français est à la tête pour un Européen parce que en ce qui concerne le tchèque, on peut dire que finalement, on lit comme on écrit. Il y a bien sûr quelques particularités, mais de ce côté, le français est beaucoup plus difficile par exemple, pour un tchèque, pour un étranger. Donc, cette question tombe à pic, puisque je voulais justement parler de la place du français, etc., etc. Mais effectivement, le français est dit une langue difficile. Pourquoi ? Parce que nous, le français ne se rend pas compte. Il écrit souvent quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'il lit. Alors que les langues slaves, les langues qui se déclinent, tout ce qui est écrit, c'est ce qui est dit. Donc, ça peut donner, provoquer certains problèmes. C'est ce qui se passe actuellement, puisque l'espagnol, qui lui est une langue qui est toujours l'accent sur l'avant-dernière syllabe, sauf lorsqu'il y a les consonnes sur la dernière syllabe, c'est beaucoup plus facile pour les Tchèques, et les jeunes se mettent à l'espagnol. Ouais, c'est ça, c'est la prononciation. Et plus au français, parce que le français, ce qui gêne. Est-ce que et puis en plus de ça, en tchèque, il y a pas mal de petits signes. En fait, ce sont des longueurs. Ça signifie que au lieu de dire dobrý den, dobrý den. Bon. Et alors qu'en français, ce sont des... Sans la longueur ou la palatalisation. Ou la palatalisation. Et c'est par exemple Jean Hus, le réformiste, qui a travaillé déjà le tchèque, la langue écrite, c'était au 14e ou au 15e siècle. Et il a créé cette diacritique pour le tchèque, pour marquer les longueurs et pour marquer la palatalisation des consonnes. Alors, c'est ce qu'il peut, pour un étranger qui connaît pas ces diacritiques, ce qu'il peut paraître bizarre. Mais pour encore ajouter une petite comparaison entre le français et le tchèque, alors, pour les Tchèques, ce qui est très difficile quand ils apprennent le français, c'est pas seulement la prononciation, mais c'est aussi beaucoup de mots qui sonnent de la même manière, mais qui ont un autre sens. Les homonymes, c'est ça. Et finalement, l'humour français est beaucoup basé sur ça. Pour le tchèque, je parlais des préfixes des verbes, mais ces préfixes, ils ont un autre sens. Alors, ce qu'il peut arriver à un étranger qui apprend le tchèque, qu'il veut dire un verbe, mais il choisit un mauvais préfixe et après, il dit quelque chose qui fait rigoler. Alors là, Yana, elle veut parler de moi parce que quand je suis sur scène, il arrive quelquefois, par exemple, je me souviens, au lieu de dire je suis mouillé, parce que j'étais en train de transpirer, je discutais avec le public, j'ai bon, là je suis complètement mouillé. En fait, tout le monde s'est mis à rigoler parce que en fait, avec le préverbe que j'avais employé, ça voulait dire je me suis pissé dessus. Ou alors, je peux vous rappeler une chose au Québec. Ouais. J'avais la même expérience. Ouais. J'étais jeune, j'ai invité une belle Québécoise à danser, et puis elle me regarde, elle me dit non, je peux pas maintenant, j'ai mon honteux tout mouillé. Là, je lui dis, il y a un problème. Le honteux tout mouillé. J'ai essayé de réfléchir tout ça, je voyais pas de solution. Et elle m'a expliqué en français, on dit le front tout mouillé, ça veut dire qu'on transpire. Voilà, donc, dans tous les pays, même quand on parle la même langue, on découvre qu'il y a des grandes différences, c'est ça? Ouais. Eh bien, pardon, si vous le voulez bien, après ces considérations hautement philosophiques et après ces différents langages francophones, moi je vais vous proposer de faire une pause, mais nous allons écouter une chanson interprétée par Joël Brosse. Joël, si vous le voulez bien, je vous laisse présenter la chanson qui vient. La chanson du pèlerin, c'est une chanson que j'ai composée, j'avais 13-14 ans. En fait, c'est ma première chanson, c'est ma chanson fétiche. Parce que j'étais toujours épris de philosophie,
Et un jour, il m'est venu, tiens, le pèlerin. Je l'ai appelé ensuite le pèlerin de l'amour. C'est dans le sens que la vérité, c'est l'amour. C'est ce que je dis hein, dans la chanson. Et justement, c'est quelqu'un. J'imaginais le philosophe qui voyage autour de la terre, qui se renseigne, qui au fil de ses expériences, qui arrive à définir la vérité. Et il revient, il dit la vérité n'existe pas, c'est l'amour. Eh bien, nous l'écoutons. Il y a longtemps déjà, il était parti vers de nouvelles contrées pour découvrir la vérité. Il y a longtemps déjà, il était parti découvrir la vérité. Il n'a pas trouvé, oh, écoutez, la chanson du pèlerin, c'est lui qui marche là-bas, au bout du chemin. Après avoir passé toutes ces années à marcher, à méditer, il n'a rien trouvé. Après avoir passé toutes ces années à marcher, à méditer, il n'a rien trouvé. Oh, écoutez, la chanson du pèlerin, c'est lui qui marche là-bas, au bout du chemin. Pas ton temps à chercher ce que tu ne trouveras, ce que tu ne trouveras jamais. Homme, femme, commence ce matin à communiquer, à aimer, car l'amour, c'est la vérité. Oh, écoutez la chanson du pèlerin, c'est lui qui marche là-bas, au bout du chemin. Au bout du chemin. Au bout du chemin. Au bout du chemin. Bien, Joël Brosse, merci pour cette très belle chanson. Je dois dire que quand on parle de bâton de pèlerin, le vôtre, il a beaucoup circulé. Il y a une chose que je n'ai toujours pas comprise, c'est comment vous êtes né en Afrique et puis vous êtes arrivé à apprendre des langues aussi exotiques. Bon, l'anglais, l'allemand, déjà, c'est pas évident. Si on rajoute le russe, le polonais, le tchèque, le slovaque, mais moi, je vous ai entendu parler en slovaque et en tchèque. Les Slovaques, notamment, étaient incapables de penser que vous étiez étranger. Quand ils étaient étrangers, ah bon, c'est vrai, se demander entre eux, ils étaient étrangers. Voilà, donc, je sais pas, c'est quand même une performance, parce que dans la vie, les gens qu'on connaît qui parlent parfaitement plusieurs langues, on en rencontre quelques-uns, mais on les compte sur les doigts des deux mains. Merci pour ces compliments, Joël François. Oui, lorsque je me suis mis au slovaque, j'avais déjà, j'étais sous l'influence linguistique du polonais. Et ça fait que quand je parlais slovaque, on me prenait pour ce qu'ils appellent východniar, c'est-à-dire un habitant de l'Est de la Slovaquie qui
ont l'habitude, comme ici en Moravie d'ailleurs, dans la région d'Ostrava, les gens parlent avec l'accentuation sur l'avant-dernière, l'antépénultième, pour parler linguistiquement, l'avant-dernière syllabe. Et c'est pour ça. Bon, mais ici, quand je parle, je parle des fois très bien, des fois moins bien. Je me fais une petite fierté quand même de laisser un petit accent, mais c'est pareil, personne ne sait, n'arrive à dire que je suis français. Hein. Au début, oui, mais maintenant, non. Donc, je parle, les gens ne le remarquent pas. Sauf si je pose la question, est-ce que vous avez remarqué que je suis pas d'ici? Ouais, j'ai remarqué que vous avez un petit accent, mais je sais pas d'où. Mais pas un accent étranger, quoi. Un accent régional, quelque chose comme ça. Mais enfin, c'est le fait aussi de vivre tous les jours sur place, etc. Mais de là, je passe justement à l'enseignement tchèque, parce que vous parliez des ingénieurs, etc. C'est le système d'enseignement tchèque qui est complètement différent du système d'enseignement français. Par exemple, il y en a enseignent au lycée. On peut dire les 3 dernières années avant la maturité, hein, c'est-à-dire l'équivalent du baccalauréat, les élèves ont des activités qui rappellent ce que nous on a en activité quand on est en grande école. C'est-à-dire l'année qui va passer le bac, par exemple l'année prochaine, a des activités qu'elle doit préparer elle-même pour montrer qu'ils sont mûrs, donc et travailler en collectif. Pendant ce temps-là, ils ont un bal. Le bal est préparé justement par l'année précédente, de l'équivalent de la première en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on a en Slovaquie aussi. Ça m'a impressionné depuis le début et ça ne change pas. Il y a eu la crise sanitaire, ils n'ont pas pu faire le bal à cause des grandes réunions, etc. Mais ils ont monté une action, là, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, une action pour que ils se retrouvent tous ensemble avec leur professeur principal. Et la relation professeur-élève, alors déjà, en Tchéquie, on ne dit plus élèves pour ceux qui sont au lycée, on dit étudiants, déjà pour commencer. Alors qu'en France, on dit étudiants pour les écoles supérieures. Et donc, il y a toute une maturité dans les relations, même si de temps en temps, je critique un peu parce que j'ai mon côté un peu franchouillard, mais ils sont quand même un exemple dans la façon d'enseigner. Les enfants, les étudiants ne vont pas en seconde, première, terminale de façon forcée. Au contraire, ils sont contents d'apprendre. Ils sont tous contents d'apprendre en plus d'aller à l'école de la musique. Bon, à Westkebrod, ça se trouve à 500 mètres. Mais je veux dire, ils ont des activités permanentes et ils le font de plein gré. Plus, dès qu'ils approchent de la maturité, on leur demande de préparer le bal de ceux qui vont passer le bac. Ils apprennent quand ils sont en première, ils doivent aussi, les parents payent des cours de danse. Ils doivent savoir danser toutes les danses. C'est-à-dire ce que l'on apprend, par exemple, à l'école de l'air, etc. Dans les grandes écoles, apprendre à danser toutes les danses, etc. Eux, ils l'ont à partir de la première, en plus des activités scolaires. Ça reste extrascolaire, mais il y a un collectif qui se crée. Ouais. Et ensuite, ils se revoient tous les 10 ans, tous les 20 ans. Ma belle-mère a été à Prague avec sa classe. Maintenant, la pauvre, elles sont plus que 2 ou 3. Mais tous les 10 ans, ils se revoyaient à Prague, des anciens du lycée français. Mais je te laisse la parole, John.
C'est ce que tu dis, il y a une forte vie qui accompagne, sociale, qui accompagne les heures passées dans la classe, à l'école, qui renforce le collectif. Et il y a par exemple des cours de danse, il y a des semaines passées à la montagne, faire du ski pour faire du ski, pour faire le bateau s'il y en était. Il y a des radeaux, des descentes de rivière. Ouais, il y a des spectacles, etc. Alors, ils font beaucoup de choses, mais il faut aussi dire que il y a une certaine différence si on parle des écoles secondaires, que on commence à 8 heures le matin et les cours finissent vers 14h30. C'est beaucoup plus tôt si on parle de la France et de la Tchéquie. Par contre, l'après-midi, les élèves, la majorité suivent les cours dans les écoles des beaux-arts, etc., où ils font du sport, mais ils ont moins de vacances que les élèves français. Et ils passent le baccalauréat avec un an de plus. Au lieu de le passer à 17 ans, 16-17 ans, ils le passent à 17, 18, 19. Ouais. Puisqu'ils sont obligés de faire un an de plus. Voilà, c'est comme en Allemagne. On commence l'école à 6 ans, comme en France, comme je pense en Allemagne aussi. Mais s'ils vont jusqu'au bac, c'est à 19 ans. Mais de toute façon, c'est le même système. Et l'enseignement obligatoire, c'est comme en France, c'est jusqu'à 15 ans, je crois. C'est la même chose. Ouais, 16 ans. Mais est-ce que vous avez... Oui, très très vite. Et de temps en temps, quand j'aide Yana pour les cours de français au lycée, pour ceux qui vont passer le bac, je leur fais la conversation et je leur explique quelle est la différence avec le système français. Le système français et avec le système portugais sont les deux seuls qui sont absolument différents, mais très compliqués à comprendre pour les gens qui n'ont pas fait de stage, qui n'ont pas été suivre des cours en France. Pour eux, les écoles supérieures, c'est l'université. Bon, alors maintenant, arriver à faire comprendre que en France, il y a des universités, mais il y a aussi les grandes écoles. Ça demande à chaque fois une réflexion supplémentaire pour les élèves et qu'ils comprennent pas tous bien, sauf ceux qui ont la chance de parler français, d'avoir le niveau maintenant dit européen B1 minimum et de pouvoir s'inscrire dans des grandes écoles françaises, Sciences Po, etc. Sinon, les autres, ils restent dans l'ignorance du système français qui, je répète, qui est le seul si différent. Quand on regarde le système anglais, le système allemand, suédois, etc., c'est pratiquement la même chose qu'en Tchéquie. Ce qui est un peu différent, c'est ce dont je parlais, c'est le fait de préparer les enfants au bal, etc. Il y a le collectif, les gens, il y a tout un esprit de corps, comme on appelle, on dit dans le domaine militaire, un esprit de corps qui se forme. Et ça, c'est vraiment l'équivalent des grandes écoles, mais ils n'ont pas besoin d'aller dans une grande école parce que certains s'arrêtent avant. Mais ils peuvent compter sur leurs camarades de la classe secondaire si jamais ils ont un problème pour les aider dans leur vie. Alors, deux choses. La première, j'ai été extrêmement frappé après la révolution de velours. Il y a quelques Français qui sont installés, nous avons un ami commun, Michel Auribourg à Prague, ouais, qui a permis à des grandes sociétés françaises de se développer avec succès d'ailleurs. Ouais. Et j'étais stupéfait, il avait dans une société qu'il avait créée à Prague, 7 ou 8 femmes diplômées d'université qui parlaient toutes 7 à 8 langues, ouais, qui les parlaient et qui les écrivaient de manière impeccable. Et qui avaient en plus, généralement, un doctorat, donc étaient spécialisés soit dans un domaine ingénieur ou autre chose, mais médecine, qui avaient tous des qualités, en plus des langues, qui étaient extrêmement précises. Et donc, ces gens-là ont permis l'implantation de groupes français et étrangers
Et la deuxième chose est, j'ai été frappé en Scandinavie, notamment en Suède, de voir des enfants de 7, 8, 9 ans dans la rue, quand on pose une question, eh bien, ils vous répondent en anglais ou en allemand tout à fait naturellement. Bon. Ah oui, tout En à fait, République naturellement, tchèque, tout à fait. le nombre de jeunes qui parlent des langues étrangères, je ne m'aventurerais pas si j'étais tchèque en France pour essayer de trouver un Français qui parle le tchèque. Il fallait vraiment trouver un miracle pour qu'on tombe sur un Français qui parle le tchèque. Mais déjà l'anglais, et les connaissances de l'anglais en France, c'est pas extraordinaire. On peut faire une autre chose aussi. Est-ce que la République tchèque, comme l'Allemagne, contrairement à la France, malheureusement, on va rajouter le Portugal, c'est pas brillant non plus, mais est-ce que vous avez des écoles professionnelles où l'on forme les jeunes? Oui, là tu peux répondre, Jeanne, mais il y en a une à Whisky Broad. Il y a ceux qui font l'école secondaire, non, le lycée, et puis il y a les écoles professionnelles, économie, les écoles professionnelles pour tout ce qui est le domaine hôtelier. Ça commence à ce niveau-là, et puis ça continue après en école supérieure d'hôtellerie, école supérieure d'économie, etc. Par exemple, le milliardaire qui s'est craché en hélicoptère, le milliardaire tchèque, là, avait eu une formation dès le secondaire dans le domaine économique. Et après, il a continué en économie, etc. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Que dire de plus C'est peut-être ceci qui explique que la République tchèque, tous les ans, fait un bond en avant de plusieurs années. En l'espace de 15 ans, le développement économique qui s'est déroulé en République tchèque est quelque chose d'étonnant. Je crois que c'est un des rares pays d'Europe qui a été capable, avec la Pologne, de montrer un dynamisme économique qui permet de penser, on le dit maintenant un peu partout, que dans quelques années, on aura en République tchèque un deuxième pays comme la Suisse. Mais oui, ça... tout à fait. La République tchèque est très, très, très dynamique, hein. Il faut dire aussi, tout est fait au début. On a fait avec Yana, on a aidé aussi les entreprises à s'installer, les entreprises non seulement françaises, francophones. De temps en temps, on a été un petit peu, comment dirais-je, un peu froissé de voir que certains Français pensaient être les rois du pétrole, hein, entre guillemets. En fin de compte, ils se sont rendus compte très vite qu'il fallait faire preuve un peu plus d'humilité. Et puis tous ceux qui ont fait preuve de cette humilité, justement, je ne vais pas citer des noms de grandes entreprises, puisque, par exemple, la banque où je suis depuis le début marche très fort, et qui est une succursale d'une grande banque française. Et depuis maintenant 6 ans, 7 ans, tout comment c'est déjà en français, le directoire est tchèque, sauf un membre, mais qui n'a pas qui ne dirige pas directement. Tous les dirigeants sont tchèques et pas français, puisqu'ils ont tous été obligés pendant leur cursus professionnel de passer dans les banques succursales de cette filiale plutôt de cette grande banque française, et ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais ce qui marche aussi, ce sont les sociétés tchèques qui s'installent en France et qui entrent et qui sont très actives. Hein. Il faut savoir que des grands groupes de journaux français sont dirigés par des Tchèques. Alors, une dernière question, il reste très peu de temps avant d'écouter une chanson de Joël et Jana Bros. Ouais. Une dernière question, est-ce que on peut parler d'un esprit slave particulier? Autrement dit, vous êtes pratiquement au cœur des Slaves, mais vous avez toujours été à l'ouest, alors que les Slaves sont plutôt à l'est. Bon. Et de l'autre côté, en dehors du charme slave qui est connu en France,
On sait pas grand-chose au charme slave, mais on sait que ça existe en tout cas. Est-ce que vous êtes, en tant que slave, différent, plus proche ou plus distant de l'Est ou de l'Ouest? Où êtes-vous? Bon, moi je réponds, si tu veux répondre après. Très vite. Pour moi, tout le monde, tous les gens d'Europe, et particulièrement d'Europe centrale, viennent des Celtes. Ça, c'est mon avis personnel. Par contre, effectivement, les Tchèques, les Moraves, les Slovaques sont le charme slave. Il y a plus que le charme. Les gens sont beaux. Les femmes sont très belles. D'ailleurs, il y en a, on a un exemple. Mais ça, c'est vraiment important, quoi. Peut-être grâce à la bière. Non, il n'y a pas que la bière. Ah oui, là, c'est aussi la différence entre la Moravie et la Tchéquie. La Tchéquie est très proche est très proche de la bière, alors que la Moravie, c'est la Slivovice et le vin morave. Très vin blanc. Il faut toujours faire attention aux clichés. C'est comme pour nous, si on parle de l'Afrique, on peut pas parler d'un Africain comme un type. Il faut vraiment voyager, il faut parler, il faut s'écouter pour comprendre, parce qu'il y a beaucoup de différences. Il y a des nations slaves, on est différents, on a des choses communes, mais on vit si on parle de l'Europe, sur le même continent. Vous savez, je vous dis une chose, peut-être à la fin. J'ai passé un certain temps en Asie, en Indonésie, et j'ai regardé la carte géographique. Finalement, l'Europe est très très petit vis-à-vis du monde dans le sens géographique. Et là, je me suis rendu compte que de temps en temps, on discute des problèmes, des choses, et que ça devient absolument pas important, parce que si on regarde de l'extérieur, on est européen. Et là, si on parle de l'Union européenne, là, j'ai vu le sens de ce mot. Que on peut seulement, le plus important, c'est qu'on puisse se parler, qu'on puisse savoir un peu plus. Et pour répondre, Joël, François, à votre question à propos des Tchèques, nous avons commencé avec l'histoire. L'histoire tchèque était quand même un petit peu plus. Nous avons parlé de la Grande Moravie, mais après, l'histoire tchèque était beaucoup plus liée avec l'Ouest qu'avec l'Est. Alors, c'est ça. Et voilà le premier Européen, le premier roi européen, qui était le 7e roi de Bohême, Georges de Podiebrady, a été le premier à parler d'une confédération européenne. C'était au XVe siècle. Voilà. Eh bien, merci Joël, merci Jana. Jean-Michel, je crois que nous avons fait un tour. Nous enrichissons nos connaissances de cette Europe centrale orientale, si longtemps délaissée. Et il y a une élite dans ces pays, on le savait, on l'a su entre les deux guerres en France. On le savait bien. Mais on est en train de le redécouvrir et je pense que bientôt, dans 10-15 ans en Europe, on va se réveiller en se rendant compte qu'il y a quelques pays qui ont un système éducatif, une architecture industrielle, pour dire que ça marche très bien. Et le développement de ces pays laisse penser vraiment que demain, ce seront des partenaires majeurs en Europe. Eh bien, je le pense aussi, et nous aurions tort de laisser passer une occasion de travailler avec des partenaires de haut niveau, parce que nous avons compris que non seulement les citoyens et citoyennes ont beaucoup de culture, mais en plus savent mettre en pratique toutes les connaissances qu'ils ont la possibilité d'acquérir pendant leur jeunesse, leur adolescence et leur jeune âge d'adulte. Tout simplement. Alors, nous arrivons au terme de cette émission, évidemment en termes trop proches. Je pense que nous aurons un troisième grand plaisir à retrouver Joël et Yana Bros très prochainement, parce qu'ils ne nous ont encore pas rassasiés de toutes ces belles histoires, de toute cette belle histoire de la culture slave. Je vais en parler sur un terme très générique, mais nous allons terminer avec une nouvelle chanson de Joël Bros. Alors, je l'ai choisi, mais vous allez nous l'expliquer. C'est L'amour est dur. Ce qui n'était pas le cas dans cette émission. L'amour est dur. L'amour est dur. L'amour est dur, l'amour est pur, l'amour est sûr.
Ah oui, c'est une chanson. Mais il gagne. Elle gagne. Ah oui, c'est une chanson, je pense, qui s'adresse à tout le monde, puisque je m'adresse à deux, au couple, je m'adresse ensuite aux gens qui m'écoutent, et qui, de temps en temps, l'amour est dur, car de temps en temps, se casse la gueule. Non, il s'en va à la guerre. Il s'en va à la guerre. C'est ça. Les gens s'engueulent, ils savent pas pourquoi, et voilà. Et en je pense plus- que c'est une belle chanson. Et en plus, nous avons vos beaux sourires très radiophoniques. Alors ça aussi, ça fait grand plaisir. Merci à tous les deux. Merci à vous, Joël, en duplex de Berlin. Rendez-vous très bientôt à Joël et Yana. Et puis à vous la semaine prochaine, mon cher Joël François. Ah ouais. Absolument, Jean-Michel. Nacionalo. L'amour est dur, l'amour est pur, l'amour c'est sûr. C'est pourquoi tous ceux qui s'aiment et sont heureux se sentent quelquefois malheureux. Après avoir aimé, ensemble dormi et rêvé, il arrive quelquefois l'amour s'en va à la guerre comme un soldat en guerre. Après avoir aimé, ensemble dormi et rêvé, il arrive quelquefois l'amour s'en va à la guerre, à tout jeter par la fenêtre. L'amour est dur, l'amour est pur, l'amour c'est sûr, l'amour est pur. C'est pourquoi nous de quelquefois, bien que nous nous aimions, de gros chagrins parfois nous ressentons. C'est dans la divine loi de nous cacher nos sales vérités. Et même si je t'aime, toi l'amour s'en va à la guerre contre les banalités. Et même si je t'aime, toi, je t'avoue mon humilité. Et même si je t'aime, toi l'amour s'en va à la guerre contre les futilités. L'amour est dur, l'amour est pur, l'amour c'est sûr, l'amour est pur. C'est pourquoi vous tous qui m'écoutez, bien que vous vous aimiez, de gros chagrins parfois vous ressentez. Après avoir rêvé, ensemble dormi et rêvé, il arrive quelquefois l'amour s'en va à la guerre contre les futilités. Après avoir aimé, ressenti la divinité, il arrive quelquefois l'amour s'en va à la guerre contre les banalités. Ferdaille Alaska.
Czysta je láska, pevná je láska. To je proto občas láska jde do boje.